Bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire consacré donc au solaire thermique dans les collectivités. Je vais vous présenter rapidement le contexte et puis ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Pendant la présentation, je coupe les micros pour éviter les bruits parasites. Par contre, bien entendu, à la fin de la présentation, nous aurons un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions également par le chat et donc nous pourrons y répondre également pendant le temps d'échange. Donc, je pense que tout le monde est connecté, que vous m'entendez. Donc tout d'abord, ce webinaire est organisé en partenariat avec Enerplan, l'ALEC de Marseille et la région. Juste pour vous situer le contexte, donc Enerplan, nous représentons les professionnels de l'énergie solaire depuis 1983. Donc énergie solaire à la fois électricité et solaire thermique. Et donc aujourd'hui, ce qui nous concerne, le solaire thermique et notamment le solaire thermique collectif. Donc le solaire thermique collectif, que nous représentons également et dont nous animons la filière depuis 10 ans maintenant avec Socol, qui a été créé en 2009 et qui au départ avait notamment une mission pour fiabiliser la filière, les installations, assurer la montée en compétence de la filière et qui a également aujourd'hui grandi en termes d'information, de communication pour justement informer au niveau régional, national et voire au-delà d'ailleurs sur la filière du solaire thermique collectif en France. Donc aujourd'hui, ce sont plus de quasiment 3000 membres qui sont inscrits sur le site Socol. Donc cette inscription, elle est gratuite, elle permet d'accéder aux informations et de recevoir les newsletters. Donc tout d'abord, quelques petites indications sur le marché qui était en baisse depuis plusieurs années et notamment dans l'individuel depuis 2009 et puis ensuite dans le collectif un peu plus tard depuis 2012. Depuis l'année dernière, on constate que le marché reprend un peu des couleurs. On n'est pas encore bien entendu au niveau qu'on avait atteint au début des années 2000, mais on constate quand même que à la fois les maîtres d'ouvrage et les professionnels reprennent un regain d'intérêt dans cette technologie et on a également l'effet bénéfique de l'appel à projet grande installation solaire thermique qui a été lancé par l'ADEME en 2015 et qui permet de financer et donc de faire émerger des projets de grande envergure, notamment dans tout ce qui peut être réseau de chaleur, industrie et des projets de grande taille. Donc aujourd'hui, la filière, elle permet aussi de proposer des solutions de manière adaptée à tout le monde et c'est peut-être ce qui fait aussi que aujourd'hui on recommence à penser solaire thermique lorsqu'on pense rénovation énergétique, performance énergétique. Donc il faut rappeler que la chaleur, ça représente quand même la moitié des besoins en énergie. Alors quand on parle énergie, quand on parle solaire, il est vrai que la plupart du temps, on va penser au solaire photovoltaïque. Donc le solaire photovoltaïque, effectivement, c'est une solution qui s'est beaucoup développée et qui apporte des technologies adaptées pour la production d'électricité. Mais comme on le voit ici, la production d'électricité, c'est 26% des besoins. Donc vraiment l'information qu'il faut rappeler, c'est que on a une solution aussi en solaire qui permet directement de répondre aux besoins en chaleur et sans passer par un système électrique forcément et qui inclut le stockage.
Donc c'est une solution en fait également d'autoconsommation. On parle beaucoup d'autoconsommation solaire en photovoltaïque, mais l'autoconsommation solaire thermique, elle existe et elle existe déjà depuis des dizaines d'années. Donc il faut aussi se rééduquer nous-mêmes au niveau réflexe et penser que un besoin d'électricité, oui, j'ai une solution électrique, un besoin de chaleur, j'ai aussi une solution de chaleur. Cette technologie, elle est de plus adaptée à toutes les applications. Donc on a des fabricants en plus qui sont pour la plupart français voire européens qui ont développé ces solutions techniques depuis les années 70. Donc on a toujours des usines en France qui existent et qui même se développent. Donc ça permet de compter sur des fabricants de qualité, des fabricants locaux et avec des normes évidemment qui sont propres au marché français, voire européen pour les plus lointains, sans avoir à aller chercher des importations qui viendraient de très loin, ce qui a évidemment aussi un impact au niveau environnemental et qui permet aujourd'hui de s'appuyer sur des solutions de R&D qui sont propres à notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on soit dans du collectif, dans de l'individuel, dans du petit collectif, dans du grand collectif, qu'on ait des besoins spécifiques, comme par exemple des stockages spécifiques en eau technique pour le médico-social, euh, pour des raisons évidemment de légionnelle notamment, qu'on ait des applications qui soient propres à des typologies avec des intermittences, par exemple dans le tourisme, avec peut-être des variations importantes au niveau des besoins en eau chaude sanitaire. On a aussi des solutions, que ce soit l'auto-vidangeable ou que ce soit certains capteurs solaires avec des revêtements spécifiques qui permettent de freiner en quelque sorte la chauffe du capteur, de réduire sa performance lorsque la température atteint un certain niveau. Donc ça permet aujourd'hui d'éviter certains problèmes qui ont pu être rencontrés en n'adaptant pas la typologie à ces spécificités-là avec des solutions techniques qui sont adaptées, et donc d'éviter les problèmes de surchauffe notamment. On a aussi des capteurs et des schémas spécifiques qui sont adaptés à des grandes installations. Donc l'industrie, les réseaux de chaleur, on a beaucoup de projets qui se développent actuellement. Et puis également, pour s'adapter aux besoins des différents maîtres d'ouvrage, que ce soit les fabricants ou des tiers investisseurs ou des acteurs spécifiques du marché, vont permettre aussi de proposer des solutions sans investissement avec une revente du kilowattheure, avec du leasing, avec des contrats de performance énergétique. Et donc, ce sont aussi des solutions, en plus des aides qui peuvent exister pour le financement, qui permettent de s'offrir une solution de chaleur solaire sans avoir à avancer de la trésorerie. Donc je vais commencer par donner certains exemples qui sont peut-être un peu plus parlants, et ces exemples, vous les retrouverez sur le site Sokol sous la forme de fiches exemplaires ou de vidéos. Donc on voit ici une piscine municipale qui couvre 37% de ses besoins dans les Alpes-Maritimes, avec des capteurs qui sont des capteurs plans, qui sont les capteurs le plus fréquemment utilisés. Ici, une résidence donc pour personnes âgées dépendantes. Donc, on arrive à couvrir plus de la moitié des besoins. On est à côté de Perpignan, et on a donc un système ici en eau technique, hein, évidemment, puisqu'on est dans du médico-social, et avec une performance très très intéressante, même si on est dans un système un petit peu particulier avec un système d'échangeur qui altère un petit peu la performance. On arrive quand même à avoir des résultats très intéressants. Donc encore une autre maison de retraite ici,
avec donc une intégration un petit peu particulière au centre d'un village. On arrive à couvrir ici plus de 60% des besoins avec une surface de capteur qui recouvre finalement tout le toit du bâtiment. C'est aussi une manière de voir que même dans des cadres un petit peu particuliers, on peut intégrer le solaire thermique de façon intéressante et avec encore ici une bonne performance, des bons résultats. Là aussi, donc notre exemple où on couvre un peu moins au niveau des besoins. Ici, on est dans une configuration où on a choisi peut-être compte tenu des besoins de puisage de s'assurer plutôt une couverture un petit peu inférieure. Encore une autre résidence. Donc ici, on a choisi un système auto-vidangeable et un système de réchauffage du bouclage de l'eau chaude sanitaire. Donc on arrive à couvrir 57% des besoins. Ce système-là, il permet en fait d'avoir une surface de capteur un petit peu plus importante que ce qu'on aurait mis de manière classique. Donc ça permet d'avoir une production qui soit avec une très bonne couverture, mais qui permettent aussi d'éviter un problème de surchauffe malgré peut-être un petit surdimensionnement au niveau de la surface des capteurs, puisque on a à la fois un système auto-vidangeable qui permet donc de faire redescendre le fluide caloporteur qui est à l'intérieur des capteurs lorsque on a atteint le niveau requis au niveau des besoins, et aussi d'évacuer en quelque sorte un surplus de chaleur dans le bouclage d'eau chaude sanitaire donc du bâtiment. Ça, c'est une solution qui est de plus en plus étudiée pour permettre justement d'avoir un meilleur taux de couverture, mais en permettant de ne courir aucun risque de surchauffe des capteurs. Et ça a fait partie d'une étude qui a été réalisée très récemment par l'ADEME. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui était prévu, on voit qu'on a 10% de mieux au niveau des performances que ce qu'on avait prévu lorsqu'on avait fait l'étude. Donc c'est un système qu'on est en train de regarder de près aussi avec cette possibilité de réchauffer le bouclage d'eau chaude sanitaire. Donc au-delà de ces exemples et de cette variété de possibilités techniques et d'applications dans différentes typologies, nous avons réalisé des études pour regarder un petit peu de plus près le côté financier de l'opération, pour voir comment dans le neuf et dans la rénovation le solaire thermique se situait aujourd'hui par rapport à des coûts sur le long terme. Parce que effectivement, on a besoin de savoir au-delà de la réduction des charges et au-delà du fait qu'aujourd'hui on a une filière qui est organisée, il faut aussi que évidemment l'investissement soit compétitif. Donc dans le neuf, on a réalisé une étude qui s'est portée sur un niveau qui va au-delà de la RT 2012. Donc cette étude, on l'avait faite dans cette perspective pour deux raisons. Premièrement, parce que le niveau RT 2012 moins 20%, il permet d'accéder au bonus de constructibilité lorsque ça a été choisi par les différentes collectivités, mais également c'est un niveau qui anticipe un peu potentiellement sur ce qui va peut-être se passer dans la prochaine réglementation, et c'est aussi un niveau qui est au-delà des aides qu'on peut percevoir dans le neuf pour l'ADEME, puisque les aides du fonds chaleur sont possibles dans le neuf lorsqu'on atteint le niveau RT 2012 moins 15%. Donc l'idée, c'était de comparer plusieurs solutions de production d'eau chaude sanitaire. Donc l'étude s'est faite dans différentes régions. Ici, je présente les résultats dans le sud, mais vous retrouvez, si ça vous intéresse, les résultats dans les trois zones
qui sont parus dans le livret Socol et qui sont en ligne sur le site Socol. Donc ces solutions, elles se sont comparées sur donc 20 ans, à la fois le coût du bâti, donc on est dans le neuf, le coût des systèmes et le coût d'exploitation sur 20 ans. Sachant qu'ici, évidemment, le coût du bâti, il est calculé dans la perspective d'un calcul RT 2012 moins 20%, ce qui veut dire que on va, dans certaines solutions, devoir renforcer le bâti, voire rajouter du photovoltaïque pour atteindre le niveau du calcul réglementaire. Donc, on voit que lorsqu'on compile ce coût du bâti, et on voit que dans certaines solutions, par exemple le gaz collectif, le coût du bâti va être forcément beaucoup plus important puisqu'on va devoir renforcer à la fois le bâti et rajouter pas mal de photovoltaïque donc pour être conforme au calcul RT. Lorsqu'on va y rajouter le coût du système et les coûts d'exploitation, en réalité, sur 20 ans, le solaire thermique reste la solution la plus rentable. Donc, c'est quand même intéressant de voir une perspective qui se projette sur la durée de vie légale en fait du produit, puisqu'on sait très bien que les capteurs solaires thermiques, ils vivent au-delà de 20 ans. Mais même en se basant sur une durée de vie de 20 ans, le solaire thermique est la solution la plus rentable pour atteindre ce niveau RT 2012 moins 20%. Et en plus, effectivement, on devient éligible dans le neuf. Et ce calcul, je le précise, a été réalisé hors aide. C'est-à-dire qu'en fait, si on rajoute les aides donc du fonds chaleur sur ce calcul-là, on est encore plus rentable. Donc dans la rénovation, le calcul a été fait également sur 20 ans. Donc ce calcul il a été réalisé par donc le cabinet Icaré Consult. On s'est projeté, on s'est dit si on investit en 2020 sur la base d'un logement collectif qui aujourd'hui serait équipé d'une chaudière fioul. Je vais garder ma chaudière fioul et je vais y rajouter un équipement de chaleur solaire. Quel est le bénéfice pour justement le maître d'ouvrage et évidemment les locataires lorsqu'on on peut parler peut-être de logement social. Dans ce cas-là, c'est aussi intéressant. Donc, on a également ici évidemment rajouté donc la maintenance à l'installation et les consommations. On y a aussi on a tenu compte de la contribution climat-énergie. Donc ici, évidemment, on ne prend pas en compte le coût du bâti puisqu'on est sur de l'existant. Et donc, si on regarde la possibilité, donc en fonction de la taille de l'installation, évidemment, donc on a pris 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, la base est toujours de 50 logements parce que là, évidemment, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a aussi projeté l'éventualité de partir sur une surface de capteur un peu plus importante avec potentiellement la possibilité de rajouter le réchauffement de la boucle d'eau chaude sanitaire lorsque c'est possible. Et donc, on voit qu'en gardant sa chaudière fioul, en ne faisant rien sur 20 ans, par logement, en fait, on va être à un coût de 5 300 €. Et en rajoutant un investissement en chaleur solaire, on va être à 4 688 € dans le sud par logement pour 50 mètres carrés et 4 293 pour 100 mètres carrés de capteur. Donc, on va permettre une économie jusqu'à 1 000 € par logement sur un investissement en fait de chaleur solaire. Donc, sur la durée, encore une fois, on est gagnant. Plutôt que de ne rien faire, on a intérêt financièrement à investir dans une production de chaleur solaire. Donc, ici, je pense qu'on avait 2020, je pense que ça c'était 2019, excusez-moi, et ça c'était 2020.
Donc là aussi, on est sur à peu près 1000 à 1500 euros d'économie par logement. Donc, pour aller un peu plus loin sur la question financière, donc on avait prévu une présentation de la région sur les aides. Je ne sais pas si la région est connectée. Je vais remettre les micros quelques minutes. Oui, bonjour Edwige, Florence Bonjour. Ventura du service transition énergétique. Bonjour Florence. Je ne te voyais pas sur la liste. Donc, je vais te laisser la parole pour cette présentation sur les aides au niveau régional. Très bien. Et du coup, je te laisse faire défiler la présentation en parallèle puisque je n'ai Oui, pas la main dessus. d'accord, très bien. D'accord. Donc bonjour à tous, Florence Ventura, je travaille au sein du service transition énergétique de la région et je m'occupe en particulier des énergies renouvelables thermiques, dont le solaire thermique. Donc l'ADEME et la région soutiennent les installations de solaire thermique en région. On intervient en général conjointement. On a deux niveaux d'aide, on intervient au niveau des études de faisabilité et également à l'investissement. Les secteurs concernés sont très variés. En fait, tous les consommateurs d'eau chaude, on va dire, les logements collectifs, les collectivités locales, les campings et piscines, les hôtels, structures touristiques, entreprises, du tertiaire, tout ce qui est établissement sanitaire, maisons de retraite, et également le secteur industriel et les exploitations agricoles. Au niveau des études de faisabilité, les conditions d'éligibilité pour les aides, il faut que le bureau d'études bénéficie d'une certification RGE ou équivalent. Et les niveaux d'aide peuvent aller jusqu'à 70% du montant de l'étude de faisabilité. On instruit les dossiers au fil de l'eau, que ce soit côté direction régionale de l'ADEME ou du conseil régional. Donc vous pouvez faire vos demandes tout au long de l'année quand vous avez des études de faisabilité à réaliser. Pour les investissements, donc tout dépend un peu de la surface, la surface du projet. Pour toutes les installations solaires de moins de 100 mètres carrés, ce sont des aides forfaitaires que l'on va appliquer. Donc normalement vous avez les aides qui s'affichent sur vos écrans. Ça va être une aide en fonction des euros par mégawattheure de solaire utile produit sur 20 ans. Jusqu'à 25 mètres carrés, l'aide aux investissements peut se faire soit via l'ADEME, soit la région. Par contre, pour les petites installations de moins de 25 mètres carrés, c'est la région qui intervient uniquement. Et pour les installations solaires de plus de 100 mètres carrés, là, on passe par une analyse. Donc là, en général, c'est l'ADEME via l'appel à projet Fonds Chaleur qui est lancé chaque année. Et là, ce n'est plus une aide forfaitaire, mais c'est une aide qui est calculée selon une analyse économique et une comparaison avec une solution de référence. Et là, donc pour les installations de plus de 100 mètres carrés, ce n'est plus au fil de l'eau, mais c'est vraiment via l'appel à projet. En général, il y a 2 dates par an au niveau de la région, enfin au niveau régional. Alors que les installations de moins de 100 mètres carrés, là, c'est au fil de l'eau. Vous pouvez faire vos demandes tout au long de l'année auprès de la région et ou de l'ADEME. Voilà, donc pour les installations de plus de 100 mètres carrés, on a un encadrement communautaire des aides pour les entreprises. Donc selon si c'est des petites entreprises ou grandes entreprises, on va aller entre 45% et 65% d'aides possibles. Et au niveau des conditions d'éligibilité, ce qu'on va demander, c'est que l'installation soit assurée par un BE qui bénéficie d'une qualification RGE. Ou que l'installation soit réalisée par une entreprise qui bénéficie d'une qualification RGE travaux. C'est pour les installations de moins de 50 mètres carrés. Et pour les installations de plus de 50 mètres carrés, il faut que l'ingénierie de l'installation soit assurée par un BE qui bénéficie d'une qualification RGE. Alors ensuite, bon, il y a ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer, ou Edwige pourra vous envoyer les schémas SOCOL qui sont éligibles
pour ces aides aux investissements pour les installations de plus de 25 mètres carrés. On demande également à ce que les capteurs solaires soient certifiés, par exemple CSTBAT ou Solaire qui marque. Et on demande également qu'à la mise en service de l'installation, il y ait un programme d'entretien et de maintenance qui soit mis en place et que soit mise en place également une mise en service dynamique de l'installation. Ça, je pense que Edwige reviendra peut-être dessus un peu plus tard dans sa présentation. Oui. On demande également à ce qu'il y ait une instrumentation qui soit mise en place pour le suivi du fonctionnement de l'installation et notamment un comptage énergétique. Alors, au niveau des points de vigilance, donc il faut vraiment faire attention à l'optimisation technico-économique du dimensionnement, donc pour éviter au maximum les surdimensionnements des installations. Il y a également nécessité d'avoir une très bonne connaissance des besoins en eau chaude sanitaire de vos sites, via des relevés ou des campagnes de mesure. Il y a certains ratios qui peuvent être utilisés, donc qui sont disponibles auprès de Socol ou de l'ADEME ou du Conseil régional. On demande également, il faut faire attention aussi à ce que la conception soit assez simple pour les installations et que les entreprises soient qualifiées. Donc, comme je vous l'ai dit, RGE. Il y a un point de vigilance aussi sur la mise en service, la mise en service dynamique qui permet quand même une bonne performance derrière de l'installation et faire attention aussi au suivi opérationnel de l'installation. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé des très grandes installations. Alors, il faut savoir qu'il y a un appel à projet national qui existe pour les installations de grande dimension, qui est lancé par l'ADEME, chaque année. Donc là, vous aviez les dates pour 2019. Je n'ai pas les dates pour les prochaines dates pour 2020, mais l'ADEME pourra sûrement nous les communiquer. Donc, il y a soit l'appel à projet pour les grandes installations de solaire thermique, soit un appel à projet aussi national nouvelles technologies émergentes pour des projets qui ne sont pas directement éligibles au fonds chaleur. Je pense par exemple à des capteurs hybrides ou à des capteurs peut-être plus utilisés dans l'industrie comme des capteurs à concentration. Je crois que ça fait partie plutôt des nouvelles technologies émergentes. En général, il y a un appel à projet par an sur ces deux thématiques de l'ADEME. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter bien sûr le site de l'ADEME avec qui publie les appels à projets nationaux et régionaux. Et puis vous pouvez également prendre contact donc soit avec mon homologue de l'ADEME régional, donc qui est Jean-Pierre Arinck, soit normalement vous avez aussi également mon contact qui s'affiche, Florence Ventura. Donc pour toute question sur vos projets de solaire thermique et sur les aides dont vous pouvez bénéficier en région, n'hésitez pas. Merci Florence. Voilà. De rien, je me remets en silencieux pour ne pas perturber la suite de la présentation. Merci. Donc, nous allons maintenant aborder les procédures d'accompagnement qui sont en place pour permettre de s'assurer la réussite du projet. Donc, ces procédures ou ces outils, c'est tout ce que vous allez maintenant voir. Ce sont des outils qui sont développés par la filière globalement, même si elles sont portées par l'initiative Socol. Ce sont les experts techniques de la filière qui les élaborent en groupe de travail, donc justement au sein de cette plateforme d'échange Socol, et qui sont ensuite portés par les partenaires, donc au niveau national ADEME et au niveau régional les régions et les partenaires régionaux. Donc la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que depuis 10 ans, donc comme je vous disais en tout début de webinaire, depuis 10 ans, la filière avec Socol travaille à élaborer cette procédure tout au long finalement du projet, donc du moment où on se pose la question est-ce que c'est pertinent pour moi de me lancer dans un projet de chaleur solaire, jusque dans la vie entière de l'installation. Ce qui fait que
vous avez à votre disposition une boîte à outils complète et une palette vraiment à la fois d'outils et d'informations euh, complètement gratuites sur le site Socol. Donc, il suffit de vous connecter et d'accéder à ces outils, et ils sont représentés sur le site exactement de la même façon que vous le voyez ici, avec des boutons. Et donc, vous cliquez sur le bouton en fonction de la phase du projet dans laquelle vous vous trouvez, et ça vous permet d'avoir les informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez également envoyer une demande pour être membre de Socol. Là aussi, c'est complètement gratuit. Ça vous permet en plus d'avoir les informations, la newsletter, des flash infos lorsque justement il y a ce type de réunion qui est organisée. On est également au niveau de Socol partenaire des organismes de formation et de qualification, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux pour s'assurer que à la fois les formations et les déroulés et les qualifications sont en phase avec ces outils, avec cette procédure qualité. Et donc, ça veut dire que tout est complètement cohérent et fluide lorsque un bureau d'études souhaite se qualifier pour justement être RGE et être éligible aux aides dont vous a parlé donc Florence tout à l'heure. Eh bien, il va être mis au courant de ces outils. Lorsque un installateur va suivre une formation pour être Qualisol collectif, par exemple, il va avoir dans sa formation une partie qui est dédiée à ces outils, et également les exploitants. Il existe donc aujourd'hui un déroulé Socol exploitant qui reprend aussi tous ces points. Donc la filière dans son ensemble est formée, qualifiée selon une même connaissance pour que ensuite au niveau du projet, les différents intervenants parlent le même langage. Lorsque on rentre dans la phase d'avant-projet, on a aussi toute une palette d'informations qui se situe sur le site, donc notamment un logiciel qui s'appelle Outisol. Ce logiciel, il permet de vous donner une première évaluation technico-économique du projet. Si on a un peu de temps tout à l'heure, éventuellement, en fonction, je vous ferai peut-être une petite démonstration de quelques minutes. Ça vous permet de voir déjà à peu près la surface de capteur dont vous aurez besoin, combien ça risque de coûter au global, et quelle sera l'économie et quelles sont les aides sur ce projet. On retrouve ici aussi des guides qui peuvent vous aider sur l'intégration architecturale, sur les différentes technologies. Sur le site, on retrouve un petit peu des repères sur les différentes technologies qui peuvent être à votre disposition. Et on va expliquer aussi qu'est-ce qu'est cette mise en service dynamique. Si vous souhaitez rentrer dans une démarche de commissionnement, les outils sont également téléchargeables gratuitement. On a aussi un relais sur les documents et les aides dont on vient de vous parler, et les livrets, le solaire thermique, la nouvelle dynamique, dont sont extraits les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure pardon, sur la compétitivité et l'équation économique du solaire thermique sur 20 ans. On a également des documents un peu plus techniques sur la RT qui sont disponibles. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué en fait qu'on avait toute une palette de technologies à disposition, qu'aujourd'hui les fabricants proposaient des solutions techniques adaptées à toutes les typologies de bâtiments. Cependant, il est quand même et reste vraiment très très important de bien dimensionner. Donc tout à l'heure, ça a été rappelé au niveau de l'intervention de la région, mais c'est quelque chose de très important, à la fois au niveau de la performance de l'installation, mais aussi de la vie de l'installation sur le long terme. Une installation qui n'est pas bien dimensionnée, elle va fonctionner trop bien en fait. C'est pas qu'elle va mal fonctionner, c'est qu'elle va trop fonctionner.
Et donc le problème qu'on peut avoir, effectivement, si on ne respecte pas certains ratios ou qu'on ne met pas en œuvre certaines solutions dès le départ, on risque d'avoir une installation qui va se mettre en défaut. Donc aujourd'hui, les informations sont disponibles. Les bureaux d'études sont aujourd'hui bien renseignés, ils connaissent bien ces ratios de dimensionnement qui ont été réalisés sur du retour d'expérience. Donc c'est pas un ratio de dimensionnement théorique, on est vraiment sur des mesures réelles qui ont été constatées sur le terrain et qui ont été reprises dans une fiche pour permettre justement, lorsqu'on n'a pas de mesures, par exemple si on est sur du neuf ou si on est sur une rénovation très importante, qu'on n'a pas la possibilité de faire des relevés de mesures intéressants ou qui soient pertinents par rapport, par exemple, à une extension de bâtiment existant, on va pouvoir se référer à ces dimensionnements et donc à une fiche qui est disponible aussi sur le site. Et tout à l'heure, donc justement, Florence faisait référence à des schémas Sokol. Donc là aussi, ces schémas, on les retrouve sur le site. Effectivement, l'ADEME a retenu 6 schémas Sokol qui sont en fait réalisés dans l'optique d'avoir une simplicité maximale. Ce sont des schémas qui fonctionnent, qui sont pas des usines à gaz et encore une fois qui permettent d'éviter des soucis. On retrouve également le logiciel de dimensionnement Solo. Ce logiciel, il sert à la fois à dimensionner une installation, mais il sert également, lorsqu'on va faire le suivi de l'installation, éventuellement à recalculer la performance de l'installation par rapport à l'ensoleillement réel. Par rapport à donc, des, euh, des schémas un petit peu spécifiques comme le SESCI, donc qui sont en fait des capteurs qui vont être communs mais avec des productions d'eau chaude individuelles, donc des chauffe-eau solaires individuels dans chaque logement, mais une surface de capteurs commune sur le logement collectif. Là, on est sur un schéma un peu particulier, donc on a un logiciel de dimensionnement qui est à part, donc qui est le logiciel chef, et la vigilance aussi sur la manière dont on va dimensionner un vase d'expansion pour une installation solaire. Donc ça aussi, c'est disponible pour les bureaux d'études. Et je vous parlais tout à l'heure du bouclage. Donc on a également un guide qui permet de comprendre comment on peut répondre aussi en partie à un besoin de bouclage qui est parfois très très important. Parfois, le bouclage d'eau chaude sanitaire, il représente le même besoin en énergie que les besoins au robinet en fait. Donc le solaire thermique, il peut permettre de répondre à ces besoins également et d'effectuer des économies supplémentaires. Donc ces ratios de dimensionnement, je vous les mets ici rapidement sur le PowerPoint, mais bien sûr vous pouvez le retrouver sur le site Sokol. Donc en fonction des typologies de bâtiments, on a déterminé quels étaient les ratios à utiliser pour ne pas risquer de mettre trop de capteurs sur les bâtiments. Alors, on a aussi constaté, en fait, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec des maîtres d'ouvrage, avec des bureaux d'études, sur les installations qui ont pu être faites dans le passé, on a constaté que le succès de l'installation, en grande partie, il tenait évidemment à un bon dimensionnement, à une bonne conception avec des schémas éprouvés, mais il tenait aussi énormément à l'équipe de mise en œuvre de l'installation. C'est-à-dire que les installations qui fonctionnaient le mieux, qui donnaient la meilleure satisfaction aux utilisateurs, c'était des installations dans lesquelles l'équipe en fait des professionnels avait communiqué et était resté vraiment en contact du départ. Donc dès qu'ils avaient été choisis pour réaliser la conception, la réalisation, ensuite évidemment lorsqu'il va y avoir la mise en service, la maintenance qui va se greffer dessus, eh bien l'installation fonctionnait énormément de manière beaucoup plus pérenne en fait et mieux sur la durée. Donc on a vraiment identifié ce maillon
et on a travaillé sur une procédure qu'on a appelée de mise en service dynamique et qui permet vraiment de s'assurer que lorsque l'exploitant va prendre en main l'installation, il va avoir une installation qui fonctionne, qui est conforme à ce qui était prévu et qu'il connaît, qui est documentée, et donc ça assure vraiment une performance sur le long terme. Donc pour aider la filière dans la mise en œuvre de cette mise en service dynamique, on a encore une fois en accès une fiche qui explique comment ça fonctionne. On a un livret technique qui permet aux professionnels de s'appuyer pour mettre en œuvre cette mise en service dynamique, et également pour les maîtres d'ouvrage, on a produit des documents juridiques qui permettent en fait de l'encadrer, c'est-à-dire que si le maître d'ouvrage décide de mettre en œuvre une mise en service dynamique, il va pouvoir télécharger la clause type à inclure dans ses documents de marché et s'appuyer sur une charte que vont ensuite signer les différents professionnels qui vont permettre de savoir comment la mettre en œuvre et de s'y engager. Et ça va aider évidemment à optimiser le niveau de maintenance. Donc on va avoir, si on a vraiment respecté tout ce qui est à disposition pour la filière, des professionnels qui sont formés, des professionnels qui sont qualifiés, un système qui a été conçu, bien dimensionné avec des schémas adaptés, avec des technologies qui sont adaptées également à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire en fonction du bâtiment. Donc on a parlé de l'eau technique dans certains cas, de l'auto-vidangeable, de certains types de capteurs, qui peuvent être des solutions, mais de toute façon, les solutions techniques qui sont proposées, elles vont être adaptées par l'équipe, donc le bureau d'études, le fabricant, aux besoins et aux spécificités de l'installation. Les fabricants français ont aujourd'hui, à la fois au niveau des capteurs, mais aussi de tout ce qui va autour, des matériels qui sont vraiment adaptés, et aussi des systèmes de suivi qui sont adaptés à ce que souhaite le maître d'ouvrage. Ça peut être sur plusieurs niveaux. Ça peut être donc également simplement une alerte. En fait, ça va dépendre de ce que va souhaiter le maître d'ouvrage. Donc pour ça, évidemment, on va, en mettant en œuvre ensuite cette mise en service dynamique en plus, on va aller vers une maintenance plus simple. Donc on tend vers une maintenance plutôt curative, et donc avec une baisse des coûts de maintenance. Alors on va rentrer un peu plus en détail dans la mise en service dynamique pour que vous puissiez comprendre comment on a souhaité la proposer à la filière. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'appelle dynamique? Parce qu'en fait, elle est différente de la réception. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté, c'est que souvent, il y avait une réception, et puis ensuite, on n'avait pas forcément la vérification que sur la durée, la performance de l'installation, elle était conforme à ce qui avait été proposé dans l'étude. Et donc, on fait la réception, parfois on va mettre l'installation en route, et ensuite, le maître d'ouvrage, il était un petit peu dans le flou. Donc, et l'exploitant d'ailleurs aussi. Et par rapport à ça, il manquait aussi une petite brique juridique pour arriver à faire le lien, et notamment dans un bâtiment neuf, puisque parfois on va avoir la réception du bâtiment qui va se faire à un certain moment et qui est pas forcément le moment où, d'ailleurs dans la plupart du cas, c'est pas le moment où le bâtiment commence à vivre. Et donc on a quelques semaines, voire parfois plusieurs mois, entre la réception juridique du bâtiment, où effectivement on constate que l'installation elle est là, il y a les capteurs sur le toit, il y a les ballons de stockage qui sont là, mais il n'y a pas d'habitants. Et le moment où les habitants commencent à arriver et à puiser d'eau chaude.
Donc, on va pas pouvoir mettre en route l'installation solaire thermique parce que on va retomber dans le cas où euh, l'installation elle tourne et il n'y a pas de besoin et donc on va risquer pour le coup la surchauffe. Donc le problème est vraiment de pouvoir mettre en route l'installation lorsque les habitants sont là. Alors je parle des habitants, hein, mais c'est la même chose pour toute typologie de bâtiment. Hein. Ça peut être un bâtiment neuf qui est livré pour une école, un gymnase, une maison de retraite, un hôpital, et puis ben, on n'a pas encore complètement aménagé le bâtiment, et donc pendant quelques mois, on n'a pas d'utilisation d'eau chaude. Donc lorsque on en vient à utiliser ce bâtiment, eh bien, comment fait-on pour s'assurer que lorsqu'on va le mettre en route, le suivi est bien mis en route, la performance est bien vérifiée, et si jamais la performance n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on avait prévu, bah, qu'on puisse faire en sorte que ça soit remis à niveau. Donc, on a créé à la fois l'outil technique et l'outil juridique pour combler ce vide qui existe à ce niveau-là. Donc, elle permet, cette mise en service dynamique, de vérifier dans des conditions réelles d'ensoleillement la production que va pouvoir assurer l'installation avec des mesures donc de ses performances, et aussi de documenter un carnet de bord. Et ce carnet de bord, il va permettre à l'exploitant, lorsqu'il va prendre en main l'installation, de voir exactement ce qui a été fait, quand est-ce qu'on a rempli les capteurs, comment on les a remplis, comment ça a fonctionné dans les premiers jours, qu'est-ce qui a été réalisé au niveau de cette installation, et ça va lui permettre de mieux la suivre et d'être beaucoup plus serein vis-à-vis de cette installation. Donc globalement, ça va nous permettre aussi, lorsqu'on est dans le neuf, avec les documents juridiques qui ont été produits, de pouvoir faire le lien lorsque la garantie de parfait achèvement démarre évidemment à la réception et que la mise en service se fait un peu plus tard. Eh bien, ça permet aussi parfois, on va être dans des cas où la mise en service se fait même en dehors ou à la fin de la garantie de parfait achèvement. Et donc, ça nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire finalement par rapport à donc à la vérification du bon fonctionnement de l'installation. Donc on met en place le suivi adapté dès qu'on démarre la mise en service de l'installation. Les professionnels, donc fabricants de capteurs, bureaux d'études et installateurs, restent engagés pendant cette période-là. L'exploitant, lui, il est présent, mais évidemment, on lui demande de ne pas interférer puisque ce sont les professionnels qui vont finir les réglages qui vraiment leur incombent par rapport à la tâche qui leur est confiée. Par contre, ça permet à l'exploitant de bien s'impliquer pour comprendre comment fonctionne l'installation. Là aussi, dans une optique de réduire les coûts, puisque les exploitants, très souvent, nous expliquent que dans une installation solaire thermique, ce qui fait qu'ils doivent parfois rajouter un surcoût, ce n'est pas l'installation en elle-même, parce que ce sont des installations qui sont assez simples finalement, qui ne tombent pas en panne facilement, mais ben, s'ils n'ont pas connaissance de l'installation, s'ils doivent faire tout un travail d'exploration pour récupérer les schémas, pour voir exactement comment elles ont été conçues et mises en œuvre, et bien forcément ça génère un surcoût. Donc ça permet d'éviter ce surcoût également. Donc les différents acteurs vont s'engager à respecter cette période de mise en service dynamique et donc de livrer une installation conforme à ce qui a été prévu. Donc on retrouve un peu plus en détail de ce que je viens de vous présenter sur le site, une petite brochure qui peut éventuellement, si vous le souhaitez, vous détailler un petit peu les tenants et les aboutissants de cette mise en service dynamique. Et là, je vous présente rapidement les outils, donc qui sont également à disposition sur le site. Donc vous avez ce fameux livret technique. En fait, ce sont des cases à cocher et des chiffres à renseigner
et également un rappel, en fait, une checklist qui permet de ne pas oublier les documents qu'il va falloir rassembler dans ce dossier finalement pour que le maître d'ouvrage et que l'exploitant aient à leur disposition toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de la vie de l'installation. Donc on explique également au niveau juridique, on donne nos recommandations aussi par rapport aux documents qui doivent être conservés. Donc ça permet aussi de s'assurer que tout est clair pour tout le monde. Et on fournit une clause type et une charte d'engagement qui sont téléchargeables là aussi sur le site. Alors pourquoi on a publié ces outils, pourquoi on a investi, en fait la filière a investi pour justement produire ces documents-là, c'est pour éviter au maximum que ça génère un surcoût. L'idée étant que le maître d'ouvrage averti qui souhaite mettre en place cette mise en service dynamique, que l'on conseille vraiment et même qui est vraiment demandée au niveau de l'ADEME et de la région pour les aides, c'est quoi? C'est donc le demander au niveau lorsqu'on lance un marché. Donc, ça veut dire que les professionnels qui répondent vont s'engager à rentrer dans cette démarche. Donc, le maître d'ouvrage a à sa disposition les documents juridiques, donc il n'a pas à engager un surcoût d'un juriste qui lui rédige les documents. Ensuite, les professionnels, ce qu'ils s'engagent à faire, en fait, c'est simplement à mettre en œuvre un processus qualité de manière formelle qui est de toute façon demandé lorsque on veut faire les choses dans le bon ordre. Alors pour des acteurs qui sont habitués à faire du solaire depuis un certain temps, c'est simplement la formalisation d'une démarche qualité qui existe de toute façon. Donc ce n'est pas une démarche en plus, donc ce n'est pas un surcoût de temps supplémentaire puisque c'est vraiment formaliser et s'assurer que le suivi est là. Donc le suivi de toute façon il doit être mis en œuvre. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on demande en plus. On s'assure simplement qu'il soit fait correctement. Et c'est simplement oui, formaliser, graver un petit peu dans le marbre la procédure classique qui doit être de s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc on ne rajoute pas d'acteurs supplémentaires, ce sont les professionnels qui vont s'engager simplement à être présents pendant cette période et à s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est voilà, accéder à des documents qui existent. Donc on ne demande pas de produire des documents, on vous propose juste de vous en servir. Le carnet de bord technique, il est là pour aider les professionnels. C'est pas on ne demande pas de remplir toutes les pages du carnet, hein. C'est vraiment en fonction de l'installation. C'est un support en fait, hein, pour aider les professionnels à bien s'assurer que tout est OK. Et ça permet aussi que le solde de l'ADEME soit payé plus facilement, puisque à la remise de ce carnet, on constate que l'installation fonctionne. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour le maître d'ouvrage lorsqu'il doit percevoir le paiement du solde. Cette mise en service dynamique, depuis 2017, elle a été mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de la mettre en œuvre un peu avant tout le monde. Et donc on a aujourd'hui interrogé des maîtres d'ouvrage qui avaient été impliqués dans cette procédure. Donc ils ont tous trouvé que cette démarche était vraiment très intéressante et même indispensable. Ils l'ont trouvé vraiment très utile. Ils ont par contre donc suggéré que le livret soit simplifié. Donc on va mettre en fait à disposition une procédure simplifiée pour
on va dire les professionnels du solaire aguerris et laisser un livret un peu plus complet pour des bureaux d'études, des installateurs qui seraient un peu plus novices en fait dans le solaire et qui auraient besoin d'un livret un peu plus complet pour les accompagner. La procédure, elle se veut pas contraignante, elle se veut vraiment comme un soutien à tous les acteurs, comme une meilleure façon de communiquer entre les différents acteurs, de proposer vraiment une fluidité dans l'installation et donc simplement de formaliser des procédures pour que le maître d'ouvrage et l'exploitant possèdent ensuite vraiment toutes les informations à leur qui leur est nécessaire. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu technique. On a ensuite, alors on a un exemple à vous proposer d'une collectivité qui a mis en œuvre du solaire thermique, donc à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, Monsieur Schneider, qui est le responsable des services techniques de la ville, devait être avec nous aujourd'hui, mais il nous a prévenu qu'il avait eu un empêchement, un imprévu ce matin, et donc il n'a pas pu se connecter. Donc, on a quand même son témoignage à vous proposer, puisque on avait tourné une vidéo sur cette piscine. Et également, donc Déborah de l'ALEC de Marseille a réussi à la voir et à faire une petite interview. Et donc, elle vous présentera ensuite les éléments de l'entretien qu'elle a eu avec Monsieur Schneider, qui par ailleurs se tiendra à votre disposition. Vous aurez ses coordonnées si vous souhaitez l'interroger là-dessus. Alors, donc, je vais passer sur la vidéo. Ça va vous permettre de voir un petit peu le contexte de cette opération qui a la particularité d'avoir été réhabilitée. Donc ça va peut-être vous permettre de voir de manière un peu plus concrète ce que on vous a expliqué là depuis le début un petit peu du webinaire sur l'importance du dimensionnement. Et donc par rapport à ça, ça va vous donner un exemple un petit peu plus concret. Alors, j'espère que la vidéo va se lancer, sinon je vais la lancer différemment. Voilà. Donc cette vidéo, comme toutes les vidéos qui ont été réalisées par Sokol, vous pouvez la retrouver sur YouTube et directement via le site Sokol. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site Sokol pour découvrir les témoignages des différents maîtres d'ouvrage. Vous avez également un EHPAD. Et différents types de bâtiments. L'installation thermique est d'autant plus intéressante qu'elle a subi une réhabilitation en cours de chantier, puisqu'au bout d'1 an de fonctionnement, on a fait le premier bilan.
L'origine du problème a donc été identifiée. Il s'agissait d'une mauvaise appréhension des consommations d'eau chaude sanitaire. On a proposé donc avec l'installateur une adjonction d'un échangeur pour réchauffer l'eau d'appoint des bassins. Ces apports réglementaires en fait représentent 20 à 30 mètres cubes d'eau par jour qu'on réchauffe grâce au solaire. Cette réhabilitation a été d'autant plus importante qu'elle permettait de régler le problème de surchauffe des panneaux qui, si on le laissait en l'état, ne permettait pas une pérennité de l'installation et augmentait son vieillissement prématuré. Alors l'installation est composée principalement de panneaux solaires qui sont en toiture sur la toiture terrasse de la piscine, qui présente une orientation optimale. Elle est composée de 13 panneaux de grande surface, ce qui nous a permis de faciliter leur mise en œuvre. Depuis ces panneaux, on alimente 3 ballons de 3000 litres chacun et qui sont en fait des ballons de stockage en eau technique qui stockent les calories et non pas l'eau chaude sanitaire. Ça nous permet, notamment dans une piscine, d'éviter tous les problèmes de légionelle. L'origine du projet est d'abord politique. Il devient technique par la suite lors de l'établissement du programme et du choix d'un maître d'œuvre technique spécialisé en ENR. Le maître d'ouvrage a donc choisi ce maître d'œuvre qui était chargé de piloter le projet de sa genèse jusqu'à sa réception et même un an après, jusqu'au premier bilan de l'installation, nos échanges étaient quasi hebdomadaires. Alors l'entreprise E2S qui a été choisie pour la mise en œuvre suit cette installation depuis sa mise en service en décembre 2014. Cette maintenance est basée principalement sur 2 points. La maintenance préventive, 2 visites sur l'installation par an, et la maintenance curative qui, elle, est basée sur un télésuivi qui se fait de manière quotidienne. Pour conclure, le bilan de l'installation est relativement bon, et même très bon. On est content d'avoir cette installation car elle permet quand même d'alléger sensiblement la facture de gaz. C'était l'objectif initial. En termes de communication auprès du grand public, nous avons mis en place dans le hall d'accueil un écran de contrôle qui montre le schéma de principe de l'installation et qui montre la production instantanée et la production quotidienne d'eau chaude sanitaire. Donc je pense que tout le monde a été sensibilisé à l'installation solaire dès le début. Si j'avais un conseil à donner à des maîtres d'ouvrage, je dirais qu'une installation solaire thermique sur une piscine, c'est très bien, c'est très adapté, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Dans une piscine, nous sommes confrontés à des consommations hétérogènes, puisqu'elles n'ont pas les mêmes consommations en janvier ou en septembre, et ni les mêmes consommations le matin et le soir. Et donc, la réhabilitation est une solution en cours d'installation qui peut s'adapter réellement aux besoins du bâtiment. Voilà, donc j'espère que, alors au début, visiblement, il y a eu un petit problème de volume. J'espère que ça s'est résolu. De toute façon, vous pouvez retrouver cette vidéo encore une fois. Alors là, j'espère que vous avez entendu à la fin de. J'avais augmenté le volume. Bon, en tout cas. Cette vidéo, elle est disponible sur le site Sokol. Bon, j'espère quand même que vous avez entendu. Donc je vais laisser la parole donc à Déborah de Lalec pour nous parler de l'interview. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc je suis Déborah Ayres de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc de la métropole marseillaise. Comme Edwige vous a déjà parlé, malheureusement, Monsieur Schneider, il n'a pas pu intervenir, mais on a eu un petit échange téléphonique
et je vais aborder certains points qui sont vraiment intéressants par rapport à un projet solaire thermique. Donc déjà, il y a la phase étude. Elle est vraiment importante pour l'évaluation donc des consommations prévisionnelles, pour dimensionner l'équipement. Et elle a été faite par un maître d'ouvrage. Donc déjà, ils avaient donc une connaissance des consommations réelles, plus ils ont utilisé des ratios nationales. Par contre, ça n'a pas empêché d'avoir une installation surdimensionnée. Donc, c'est pour ça qu'on insiste vraiment l'aspect de l'évaluation des consommations parce que c'est vraiment important. Par rapport au choix des entreprises, donc il y a eu un appel d'offres où il y avait déjà une clause pour la maintenance qui a été prévue dans le marché. Et donc, la définition et donc le choix de cette entreprise et donc des candidatures, c'était vraiment ciblé dans l'expérience significative en solaire thermique. Et donc, il m'avait dit que c'était un ratio entre 60% le prix et 40% du dossier technique. Donc, c'est vrai que l'expérience de l'entreprise dans le domaine, c'est vraiment aussi important dans le choix de l'entreprise. Si tu peux changer la diapo. Ouais, je l'ai changé, il y a juste merci. Ouais, merci. Ouais. Donc cette installation, elle a été subventionnée par l'ADEME, qui est donc exige un suivi et une maintenance sur 4 ans. Donc il y a la garantie des résultats de performance pour la première année et après 3 ans d'entretien. Et ce qui s'est passé justement, c'est que suite à cette première année, ils ont vérifié qu'il y avait le surdimensionnement. Et ils ont pu vraiment avoir donc le solde des lettres de l'ADEME après cette première année parce qu'ils ont fait un investissement complémentaire. Je vais expliquer un peu plus après. Donc la maintenance, elle est assurée par l'installateur. Donc comme il avait bien dit aussi dans la vidéo, il y a tout l'entretien qui est jusqu'à présent assuré. Après, donc, en parlant du fonctionnement de l'installation, ils ont constaté donc ce surdimensionnement qui a été justement une mauvaise évaluation des besoins, même s'ils avaient un maître d'ouvrage qui a assuré cette phase étude. Donc, l'investissement complémentaire, il a été réalisé. Cet investissement, et donc, ça correspond plus ou moins à 6% du coût total de l'installation. Mais ça leur a permis justement de recevoir le solde de l'ADEME qui était prévu après 1 an d'installation et aussi d'avoir cette garantie de production solaire. Ouais. Donc aujourd'hui, l'installation, elle fonctionne normalement. Donc il a bien partagé son avis favorable, son avis positif par rapport à cette installation et c'est un retour d'expérience assez positif. Il m'a aussi dit en fait que les panneaux, ils ont été détériorés, mais qu'ils ont été vite remplacés. Et en fait, ils savent la cause, elle n'a pas été identifiée. Ils ne savent pas si c'est un défaut, une surchauffe ou même un vandalisme, mais ça n'a pas empêché vraiment de les remplacer et que c'est une installation comme une autre. S'il y a des soucis techniques, c'est surtout des fois lié à des problèmes hydrauliques, mais que ça marche très bien. Donc, ils sont contents en fait d'avoir fait ce choix, d'avoir une installation thermique qui en fait normalement assure l'eau chaude sanitaire, mais aussi la rechauffe des bassins. Donc ça a été un peu ces points de contribution pour son retour d'expérience. Et n'hésitez pas, donc là, il y a bien ses coordonnées. Il est disponible pour répondre à vos questions si vous avez vraiment besoin des données un peu plus précises. Merci. Déborah. Donc oui, je vous précise aussi que en plus de la vidéo, sur le site, vous avez également la fiche technique qui est disponible dans la partie réhabilitation.
Je pense qu'on aura peut-être le temps d'aller faire un petit tour sur le site Sokol pour vous peut-être vous détailler un peu plus où trouver des informations. Donc ces fiches techniques, elles comportent aussi le schéma, des relevés suivis de performance. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Et sur le site, vous retrouvez également des dizaines de fiches qui sont en fonction des typologies, donc logement, industrie, piscine, établissement de santé, il y a même une prison. Donc vous retrouvez également il y a des réseaux de chaleur. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs types de retours d'expérience. Alors à la fois sur ces fiches-là, mais aussi en vidéo. Donc vous retrouvez vraiment aujourd'hui on en est à une dizaine de vidéos qui est en train de là on en a 8 je crois, et il y en a 2 en finalisation. Donc voilà, ça vous permet de retrouver aussi des informations avec des témoignages de personnes. Donc ces outils, ils sont en accès libre et gratuit sur le site Sokol. Donc n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, on va peut-être prendre 5 minutes, je vais vous faire un petit tour sur le site. Et pour terminer, je voulais juste vous préciser que donc pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, chaque année donc nous organisons le rendez-vous de la filière. Donc cette année, on va évoquer la future réglementation RE 2020. On va revenir sur les aides en préparation, les innovations. On va aussi montrer quelques exemples de solutions 100% ENR, donc solaire thermique avec d'autres ENR. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'aller à Lille le 15 octobre, donc on a une journée qui est entièrement dédiée donc à la chaleur solaire. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout renseignement. Vous pouvez écrire directement à ma collègue qui vous a envoyé les informations de connexion hier. N'hésitez pas à lui envoyer un mail si ça vous intéresse par rapport à cet événement-là. Voilà, alors je vais vous montrer juste quelques minutes le site. Donc ici, donc dans la médiathèque, vous allez retrouver les vidéos, les fiches, elles sont dans opérations de référence. Donc vous voyez, il y a les fiches opérations. La réhabilitation, donc ça concerne la piscine de Gémenos et une autre installation qui est un gymnase sur laquelle également il a fallu un petit peu réajuster l'installation en fonction des besoins. Et vous avez également des études de cas sur des réseaux de chaleur. Et on retrouve aussi dans différentes régions et vous retrouvez des photos. Sur la première page du site, également, vous allez retrouver des actualités du solaire thermique. Donc ces actualités, si vous vous abonnez, alors pour s'abonner, voilà, il suffit de cliquer sur Rejoindre Sokol, sur le petit bouton orange en bas de la page. Ça vous permet d'avoir des informations. Alors on vous inonde pas, en général c'est 2 fois par mois maximum. Hein. Donc des informations sur la filière. Vous retrouvez aussi au niveau de la formation des indications sur des sessions de formation et vous avez tous les outils dont je vous ai parlé et plus, puisqu'il y a une certaine palette d'outils importante. Et donc, vous allez retrouver également cet outil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Outisol. Donc, vous retrouvez également le guide d'intégration et donc le petit logiciel Outisol. Si la connexion Internet nous le permet, je vais juste vous montrer rapidement ce qui vous permet d'obtenir. C'est un peu long, mais... Bon, si c'est trop long... Si c'est trop long, voilà. Parce que la connexion Internet, elle
elle n'est pas forcément idéale. Donc voilà, ce petit outil, donc il est mis à jour chaque année avec la méthode fond chaleur de l'ADEME quand elle change. Et donc, alors, vous allez pouvoir normalement choisir, évidemment. Bon, alors normalement ici vous avez une carte. Là, comme je suis aussi en webinaire, ma connexion internet peut-être n'est pas suffisante. Donc vous choisissez la typologie de bâtiment. Donc vous avez logement, médico-social, restauration, hôtellerie, autres. Donc on peut prendre peut-être, je sais pas, les mettons médico-social. Donc par exemple ici, vous rentrez le nombre de lits. Voilà. Donc ensuite, également, vous avez la possibilité de renseigner l'inclinaison et l'orientation des capteurs. Donc on va mettre au hasard. Et donc ensuite, vous avez la possibilité de modifier les valeurs, mais sinon les valeurs par défaut, c'est le logiciel qui le calcule. Donc ici, on est sur un besoin pour mettons un EHPAD de 80 lits pour 20 mètres carrés de capteurs et 1000 litres de stockage. Donc on vous donne un coût moyen. Ensuite, vous choisissez. Alors si on est dans le secteur non concurrentiel, par exemple. Et donc, en fonction de ça, évidemment, d'habitude, vous avez un coût. Ici, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a un problème. Je l'ai fait il y a quelques jours, ça fonctionnait très bien. Bon, normalement, vous allez pouvoir obtenir de manière assez facile le coût, les aides. Bon, là, je sais pas, il y a un bug, mais je pense que c'est lié au fait que je fais plusieurs choses en même temps sur l'ordinateur. Mais bon, globalement, en quelques clics, vous allez pouvoir obtenir une première évaluation en fait de votre projet. Ça vous donne déjà une. Alors oui, non, le logiciel, il est aussi, là je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit 20 mètres carrés, c'est en dessous du seuil fond chaleur, mais le logiciel, il est prévu pour fonctionner en dessous, puisque comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, Florence, la région aide en dessous des 25 mètres carrés. Donc c'est juste un bug au niveau de mon ordinateur ou de ma connexion, parce que je l'ai déjà fait. Ça fonctionne très bien sur des surfaces inférieures à 25 mètres carrés pour permettre justement de prendre en compte les. Ah oui, non, mais peut-être c'est au niveau des aides, effectivement, qu'il n'y a pas les aides fond chaleur. Bon, il faut que je regarde. Normalement les aides, elles apparaissent. Hein. Normalement, les aides, elles apparaissent. Donc alors, je vais vous remettre les micros. Alors, est-ce que voilà, alors je vais vous remettre les micros si vous souhaitez prendre la parole. Alors après, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Oui, il y avait une question, mais je pense que peut-être tu avais déjà répondu. C'était est-ce que la mise en service dynamique entraîne un surcoût pour les maîtres d'ouvrage? Alors non, théoriquement, elle ne doit pas entraîner de surcoût parce que justement, le but, c'est de formaliser une procédure qui est en fait une procédure qualité, qui est la procédure qui doit être mise en place de toute façon puisque le suivi est obligatoire. Donc on a de toute façon dans la plupart des cas des professionnels qui vont s'assurer que leur installation fonctionne. Ça permet juste de résoudre, comme je le disais, notamment dans le neuf, une brique juridique manquante, notamment entre la réception et la mise en service réelle de l'installation. Ça permet aussi de s'assurer que les installateurs, bureaux d'études, fabricants, s'engagent dans cette procédure de manière formelle et vont être présents pour cette procédure. Mais au contraire, ça devrait, en toute théorie, on espère même que ça devrait réduire les coûts, puisque comme je l'ai expliqué, le but c'est
d'écouter un peu les retours d'expérience des exploitants qui nous expliquent que justement lorsqu'ils vont prendre en main une installation à laquelle ils n'ont jamais été confrontés, pour laquelle ils n'ont pas été, dans laquelle ils n'ont pas été impliqués, ils vont devoir justement rajouter un coût supplémentaire dans la maintenance, puisque il va leur falloir une prise en main de cette installation qui demande parfois des efforts assez difficiles, hein, aller rechercher parfois les schémas de principe, recontacter tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été mis en œuvre, comment ça a été mis en service. Ça prend du temps et donc forcément ça a un coût. Donc le fait justement de pouvoir livrer une installation qui est déjà documentée, sur lequel on va avoir vraiment un carnet de bord, un peu comme si vous rachetez une voiture et que vous avez le carnet d'entretien du garage qui explique quand a été fait la révision, les travaux qui ont été faits dessus, ben vous allez forcément être beaucoup plus tranquille que si vous vous retrouvez avec un véhicule dans lequel vous n'avez absolument aucun historique, vous prenez un risque. Et donc forcément, par rapport à ça, ça a une influence sur le coût. On est dans la même configuration. Donc ici, voilà, c'est vraiment tranquilliser tout le monde, en fait, s'assurer que tout fonctionne. Et donc ensuite, ça permet aussi forcément de récupérer le solde de l'ADEME beaucoup plus facilement. Donc voilà, le bilan, il est plutôt pour tirer le coût vers le bas que de rajouter, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur supplémentaire en fait. On a au contraire simplement finalement on donne à tout le monde les outils de faire le travail correctement, quoi, de manière formelle et aussi de manière simple. Alors, Donc, il y a une autre question, ouais. Ouais. C'est est-ce que vous avez des premiers retours d'expérience sur des panneaux hybrides, chaleur et LEC, y compris sur dimensionnement? Y a-t-il des conséquences? Alors, on a un retour d'expérience avec une vidéo également sur le site Sokol qui est sur une installation de panneaux hybrides en ombrière. Alors, on doit aussi avoir la fiche d'ailleurs. Alors, on n'a pas par contre de ratio de dimensionnement de la même façon qu'on a pu le faire sur le solaire classique. On n'a pas fait cet exercice-là parce que c'était plutôt, on va dire comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est plutôt intégré dans le NTE. Donc c'est plutôt l'ADEME qui aujourd'hui est en train finalement de compiler ses résultats de suivi dans le cadre du NTE. Donc il y aura sans doute des données de retour d'expérience fournies par l'ADEME de ce fait-là. Par contre, on a une étude ADEME qui a été réalisée sur la performance. Alors c'est pas directement le dimensionnement, mais c'est la performance. Donc cette étude, alors nous on a prévu de la restituer à nos adhérents fin octobre. Mais bon, moi je vois pas de problème de l'ouvrir à des collectivités si le besoin s'en fait sentir. Il suffit de me contacter. Donc là, ce sera vraiment des éléments sur les performances en fait des capteurs hybrides. Après, sur des retours d'expérience de dimensionnement pur, c'est en cours en fait. Hein. C'est une technologie qui est relativement récente. Alors, c'est pas le même dimensionnement que sur du thermique, mais donc là, alors je peux vous orienter déjà vers cette fiche. Donc la fiche du moulin à vent de Perpignan. Donc elle a été faite cette installation sur du PVT avec un contrat de performance énergétique. Alors je crois que voilà, c'est Dalkia.
Donc c'est Dalkia qui a proposé. Alors en tout début de webinaire, je vous ai dit, voilà, il y a aussi des offres spécifiques qui sont développées par certaines fois, ça va être donc l'exploitant, comme dans ce cas-là, hein, c'est Dalkia. Certaines fois, ça va être le fabricant. Parfois, on a des tiers investisseurs aussi qui font de la vente au kilowattheure. Donc, ce sont des offres en fait qui permettent à ce que le maître d'ouvrage bénéficie de l'économie générée par la chaleur solaire, mais sans avancer d'argent, enfin sans payer d'investissement. Donc ici, dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, on a de la revente de kilowattheure. En fait, le prix du kilowattheure, il est fixe quoi, dès le départ, ou alors il est fixé avec une certaine inflation, mais qui est prévue au contrat, ou alors dans certains cas, c'est carrément fixe pendant la durée du contrat. Ça dépend vraiment des types de contrats. Et donc là, on retombe sur un prix du kilowattheure qui est inférieur au prix qui est payé par le maître d'ouvrage sans le solaire, et qui est garanti et qui est en fait fourni par différents types d'acteurs. Ici, donc c'est Dalkia et qui a mis en place ce contrat. Alors vous avez des ombrières en fait, donc 300 mètres carrés de capteurs. Donc ces ombrières, elles sont recouvertes de capteurs PVT. Donc ça permet de générer de l'électricité et ça permet de générer de l'eau chaude pour la piscine. Donc là, dans la fiche, vous retrouvez le schéma hydraulique par rapport à la partie justement solaire thermique avec les besoins. Donc on a un taux de couverture de 64,5%. Vous retrouvez aussi les économies. Et donc vous avez sur ce sujet-là aussi, vous avez la vidéo que vous pouvez regarder sur le site. Et donc la vidéo, vous allez dans médiathèque vidéo. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous avez ici l'espace aquatique du moulin à vent. Donc ma connexion, elle est vraiment pas très bonne. Voilà, donc là vous aurez aussi le témoignage des différents intervenants sur cette vidéo. Et donc voilà, sinon on a cette étude qui est toute récente sur la performance et les indicateurs de mesure de performance des capteurs PVT. C'est un peu plus technique. Voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, ici sur le chat. Alors, de toute façon, vous allez recevoir le support avec tous les liens, avec les coordonnées des personnes à contacter aussi, que ce soit pour les aides au niveau ADEME Région, que ce soit éventuellement si vous avez des questions à poser à Monsieur Schneider concernant l'expérience de la mairie de Gémenos. Et puis, et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site Socol et si vous avez des questions, donc vous pouvez aussi adresser des questions directement par le site. Ça vous est possible donc d'envoyer un mail. Et donc pour ça il faut être membre. Voilà, vous pouvez vous accéder à l'espace. Et de toute façon, encore une fois, pour rejoindre Socol, c'est vraiment très facile. Ça prend quelques minutes, c'est gratuit. Voilà, il suffit d'indiquer vos coordonnées, d'appuyer sur envoyer et donc vous avez la possibilité d'envoyer un petit message aussi par ce biais-là. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je
Je vous remercie pour votre participation et puis j'espère que voilà, vous pourrez avoir l'opportunité prochainement de travailler sur des projets en chaleur solaire. N'hésitez pas à contacter les différents acteurs si vous avez des questions. Et voilà, je vous souhaite de bons projets solaires et peut-être à bientôt.